Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons observer les nouvelles armées de renom du manuel Reign of Brut numéro 3. Qu'est-ce qu'une armée de renom? Une armée de renom, c'est considéré un peu comme une sous-faction, sauf que cette sous-faction va avoir le désavantage de détruire à la fois toute votre partie jeu égale, toutes vos règles d'allégeance, vos artefacts, vos optimisations, trade co et ainsi de suite. Mais l'armée de renom va vous proposer une version simplifiée de votre armée, encadrée par des mots-clés, et va vous proposer de nouveaux trade co, des nouvelles allégeances et des nouveaux artefacts avec tactique de bataille et grande stratégie. Maintenant que nous savons tous ce qu'est une armée de renom, nous allons commencer par la toute première du livre, à savoir l'armée de renom Sylvaneth. Nous allons commencer du coup par la première armée de renom, à savoir les Sylvaneth. Les Sylvaneth sont encadrés par le mot-clé Kernot, soit Arch Revenant, Kernot Hunter, Revenant Seeker et Spice Revenant. Elles gagnent donc tout le mot-clé Evergreen Hunt, qui est un mot-clé qui va s'appliquer aux tactiques, artefacts, et ainsi de suite. Pour commencer, les traits de bataille. Le premier trait de bataille qui vous est proposé permet à vos unités Evergreen qui ne sont pas héros de devenir ligne. Ainsi, vous allez pouvoir passer en ligne tout ce qui va être Revenant Seeker, Spike Lancer et Kernot Hunter. La deuxième règle, c'est le rythme de la chasse. Il vous sera demandé, du coup, après votre déploiement, mais avant de savoir qui a le premier tour de jeu, de désigner une unité ennemie sur le champ de bataille pour devenir la proie, la cible, le quarry. Si ce dernier est détruit, vous pouvez, au début de votre prochaine phase de héros, désigner une nouvelle proie sur le champ de bataille. Ces proies, vous allez voir, vont alimenter votre gameplay au fur et à mesure de la partie. La troisième règle vous permet, après que les territoires ont été déterminés, mais avant que les terrains de faction ne soient placés, choisir 3 éléments de terrain sur le champ de bataille qui sont entièrement à l'extérieur du territoire ennemi. Ces terrains sont considérés comme overgrow, règle qui fait référence à la règle d'allégeance standard Sylvaneth. La règle suivante est l'Harmony of the Hunt, qui va vous demander au début de chaque round de bataille, après que le jet de priorité est fait et en commençant par le joueur dont c'est le tour, de faire référence au tableau de chasse et regarder les effets que vous allez appliquer. Ces effets sont un peu comme l'armée d'Author of Khaine cumulatif. Quand vous n'avez pas de points, vous n'avez pas d'effet. À 1, vous ajoutez 1 sur les jets de course et charge pour toute votre armée, qui se trouve entièrement dans le même quart de table que votre proie, que le quarry. À 2, vous ajoutez plus 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques de mêlée seulement qui ciblent les unités ennemies se trouvant entièrement dans le même quart de table que le quarry. 3 à 5, vous ajoutez 1 à la valeur d'attaque des armes de mêlée des unités alliées qui sont à 3 pouces du quarry. Et à 6+, chaque unité alliée entièrement dans le même quart de table que la proie, que le quarry, peut effectuer un mouvement d'engagement de 6 pas et bouger de 6. Comment obtenons-nous ces points de quarry, ces points de chasse? Vous avez 1 point si Beltanos est sur le champ de bataille. 1 point pour chaque Evergreen Hunt. Donc ça, ce sont les unités avec le mot-clé qui sont entièrement dans le même quart de table que la proie désignée. Et 1 point pour chaque proie, quarry, détruite pendant la partie. Maintenant, nous allons passer aux grandes stratégies. Comment on gagne, comment on perd. La grande stratégie vous permet ou vous demande de terminer la bataille avec au moins 4 quarry détruits. Donc il faudra détruire 4 proies, si on peut dire, pendant la totalité de votre partie. Sachant que techniquement, vous avez 5 phases de combat, donc il vous sera demandé, à part peut-être au premier tour, de détruire une proie à chaque tour. Je trouve que c'est relativement difficile. Cependant, vous allez voir avec certaines artefacts, tricks de mouvement, peut-être pouvoir optimiser ceci, mais ce n'est pas une tactique une grande stratégie qui est gratuite. Pour les tactiques de bataille, la première vous demande de tuer une unité ennemie désignée comme proie avec des attaques de mêlée. Vous voulez tuer des ennemis pour faire progresser votre tableau de chasse, normalement celle-ci est faisable. C'est vous qui la désignez, vous allez pouvoir y arriver. La deuxième vous demande d'avoir toutes vos unités à la fin du tour dans le même quart de table que la quarry. Attention, il vous demande qu'elle soit entièrement dans le même quart de table que la proie, ce qui veut dire que si jamais vous tuez la proie, vous n'avez plus de proie, donc elle peut être risquée à faire à certains tours.
La tactique suivante vous demande de réussir au moins 4 charges avec des unités alliées et que au moins l'une d'entre elles fait une attaque de mêlée sur votre quarry. Donc réussir 4 charges, ça semble compliqué, et qu'une d'elles attaque le quarry. On ne vous demande pas de le tuer, juste de l'attaquer. Vous avez vu que Beltanos est auto-inclus dans l'armée car il vous donne un point de chasse, et Beltanos permet d'avoir course et charge sur une bulle assez grande pour toute votre armée. Donc potentiellement, elle est assez facilement réalisable. Cependant, ça va vous demander 4 unités. Donc 4 unités veut dire faisable, on va dire, en début de partie rapidement. Donc peut-être que dans un tempo où vous perdez trop d'unités rapidement, où ces dernières sont, entre guillemets, votre quarry est trop protégé, pouvoir rater cette tactique. Donc pareil, faisable, mais demande quand même un certain setup. Maintenant que les tactiques de bataille sont faites, nous allons regarder les traits de commandement. Donc votre seigneur de guerre, quand il porte ce trait, vous pouvez utiliser la règle des forêts qui vous soignent un point de vie en début de phase, début de tour. Vous allez pouvoir vous soigner de D3 à la place. Pour les artefacts, le premier vous dit que la première fois que le porteur utilise cet artefact, donc la corne, vous gagnez un point de Hunting Harmony pour ce round de bataille. Donc c'est utilisable une seule fois par partie. Ça vous permet d'aller chercher un palier supplémentaire si jamais vous n'avez pas pu accéder au bonus que vous souhaitiez, ou si vous voulez vraiment être sûr de pouvoir dépasser un palier ou conserver les paliers acquis. Pour continuer, vous avez donc les actions héroïques qui sont liées à cette armée offre-nom. Donc la première vous demande de désigner une unité Evergreen Hero, donc à vous, et une unité ennemie qui a 9 pas. Cet ennemi devient le quarry à la place de l'unité déjà désignée. Donc une action héroïque qui va vous permettre soit de pouvoir repositionner votre cible si jamais cette dernière finalement n'est pas accessible parce que votre adversaire s'est déplacé et a fait en sorte qu'elle n'est plus tuable, ou une fois que vous avez tué votre cible, vous savez que vous les désignez en début de votre propre phase de héros. Donc là, ça va permettre au tour adverse d'en désigner une et éventuellement de pouvoir augmenter le scoring des quarries. Vous avez aussi accès à une action monstrueuse qui vous dit que si le quarry a des blessures allouées, donc la proie a des blessures allouées et qui est à 3 pas de l'unité qui va faire cette action monstrueuse, vous lancez un dé et vous ajoutez la valeur de blessures déjà allouées donc de la proie. Si le résultat est supérieur à la valeur PV de la quarry, de la proie, un modèle dans l'unité est tué. Une action monstrueuse qui est un petit peu, je trouve, délicate à mettre en place, parce qu'au final, le seul monstre que vous allez avoir, ça va être Beltanos, et donc il faut qu'il soit à 3 pas de l'unité, que vous faites un jet de dés et vous ajoutez les blessures allouées de la proie pour tuer un modèle. Bon, à moins que vraiment vous ayez, comment ça s'appelle, un héros à finir ou une unité, mais normalement, vu que les actions monstrueuses se font au début de partie, vous allez avoir le delta d'attaque assez puissant de Beltanos pour, on va dire, tuer l'adversaire sans passer par ce petit trick, mais ça peut permettre, dans certains cas éventuellement, de gagner les quelques points de dégâts supplémentaires. Alors là, nous avons fait du coup le tour de tout ce qui est lié aux règles d'armée des Sylvanettes. Vous perdez beaucoup, attention, le Strike and Fade et toutes les règles aux Sylvanettes, donc l'artefact pour lancer des sorts automatiquement, le fait que vous ne connaissez plus non plus les forêts en sort d'invocation. Cependant, cette armée de renom n'est pas dans une catégorie, on va dire, super puissante, mais va vous proposer un gameplay que ne possédait pas en fait l'armée, à savoir vraiment une grosse phalange d'unités de corps à corps qui va courir et charger pour aller chasser l'adversaire on point, en position, donc très intéressante. Maintenant que nous avons vu les Sylvanettes, nous allons passer à l'armée de renom des Stormcast éternels. Alors, Stormcast éternel, on peut se dire que n'ayant pas beaucoup de règles de base, on va pas perdre grand chose et que l'armée va apporter beaucoup. Cependant, vous allez voir que l'armée de renom a des points positifs, mais aussi pas mal de points négatifs. Le premier point négatif, c'est que les mots-clés de l'armée, c'est Draconite. Donc Draconite, vous n'avez vraiment pas grand-chose dans l'armée qui est Draconite. Vous avez Karazai et Krondys, les Stormdrake Guard, le héros sur Stormdrake, je ne me rappelle plus son nom, et c'est tout. Ce qui veut dire que vous n'avez même pas accès, par exemple, au Star Drake ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes très limité par vos choix d'unités. Ce sont des unités qui coûtent très cher
Et on peut se dire que les bonus qui vont aller avec, s'ils sont bons, peuvent compenser dans un sens ce fait qu'on soit très limité en unité, mais vous allez voir, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'armée de renom est 0 pointé? Pas du tout, il y a beaucoup de choses à faire dedans, des tricks de mouvement, des tricks de peeling, cependant la faible proposition d'unité va quand même vous limiter sur pas mal de choses, et vous allez jouer très peu d'unités. Ce qui est intéressant par contre avec cette armée de renom pour moi, c'est qu'un joueur débutant qui veut commencer Stormcast aujourd'hui peut, avec un choix limité d'unités, vraiment avec 2-3 boîtes, avoir 2000 points et pouvoir jouer avec des règles simplifiées pour le jeu égal. Juste dommage que ces règles arrivent aussi tard dans la version 3, parce que si elles sont toutes détruites en V4, voilà. Les règles pour les joueurs nouveaux, les débutants, on préfère les avoir dès le début pour les initier complètement à l'armée. Maintenant que tout ça dit, on va regarder qu'est-ce qu'on gagne. Alors, donc qu'est-ce que vous gagnez? Le premier trait vous dit que vos unités Condis, Karazai et Stormdrake Guard, modèle 2, pas les modèles 1, gagnent le mot-clé ligne. Donc vous allez pouvoir rentrer, on va dire, 2x2 Stormdrake Guard et Condis ou Karazai. Heureusement qu'on a cette règle-là, sinon vous allez pas rentrer grand chose dans vos unités et l'armée serait vraiment faible. Suite à ça, vous gagnez la règle Draconis Guardian qui vous dit que à chaque fois que Ionis Cryptborn, donc c'est le nouveau prêtre Draconis, est à 3 pas d'une unité Stormdrake Guard et que ce dernier subit une blessure ou une blessure mortelle, sur 4+, l'unité de Stormdrake Guard va pouvoir bodyguard les blessures. Elles ne pourront pas être du coup nullifiées, c'est bien les Drakes qui vont les subir. Je trouvais cette règle au début un petit peu sans intérêt. Cependant, c'est vrai que Ionis apporte énormément à l'armée. Il est vraiment la colonne vertébrale. Et pouvoir transférer des blessures ou des blessures mortelles à des dragons qui ont 9 points de vie en moyenne, sachant que vous pouvez bodyguard à gauche ou à droite si vous avez 2 unités, ça va augmenter la tankiness de ce personnage qui malheureusement a 16 PV en save à 3 mais ne possède aucune ward. Donc une bonne règle malgré tout. La règle suivante, c'est Exemplar of Sky qui vous dit qu'au début de phase de combat, si vous avez 2 unités ou plus Draconic Skywing, donc c'est toute votre armée, à 6 pouces d'un héros ami, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des montures jusqu'à la fin de phase de combat. Cette règle, je la trouvais vraiment très faible quand je l'ai lue, car malheureusement, Crondis et Karazai ne sont pas des montures, donc ils ne vont pas profiter de cette règle. Les seuls qui vont en profiter, c'est Ionus et votre héros monté sur Dragon. Et le héros monté, sa monture, c'est que 4 attaques, 3-3, moins 2-2, qui va passer en 5 attaques, 3-3, moins 2-2. C'est pas exceptionnel de gagner une attaque dessus. Par contre, Ionus, lui, sa monture a 2 profils d'armes, dont 2 attaques de queue, raid moins 3, dégâts 3, je crois. Donc augmenter, passer de 2 à 3, vous augmentez de 50% les dégâts de cette attaque-là. C'est vraiment très fort et il vous demande juste d'être à 6 pas de 2 unités. Et généralement, vous allez voir, vous allez jouer en château. Donc vous aurez toujours votre attaque supplémentaire pour Ionus. On aurait aimé peut-être avec ce bonus puisse profiter à d'autres personnes que Ionus. Malheureusement, c'est que lui qui a les cadeaux. Le suivant vous dit que Stormdrake champion, que pour chaque héros que vous avez, vous pouvez prendre un Stormdrake Guard composé d'un modèle. Par contre, cette unité ne gagne pas le mot-clé ligne. Un peu dommage que vous deviez payer entre guillemets les points de cette unité. Si vous dites que c'était un Stormdrake Guard composé d'un modèle gratuit que vous pouvez prendre, pourquoi pas, ça vous aurait permis de rentrer 2-3 petits Drakes seuls qui auraient pu participer au combat, vous rajouter des points, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous voyez bien que quand vous prenez Ionus qui fait 400, Karazai qui fait 530, vos 2x2 340, en fait, vous avez juste les points de prendre un sort persistant dont vous irez chercher la comète et c'est tout. Votre armée n'a pas la place de rentrer ça. Donc un peu dommage pour cette règle. On aurait préféré quelque chose de mieux. Donc là, c'est la totalité de vos traits de bataille donc, pour l'armée de Renom Stormcast. Petit bémol pour ma part, mais bon, on va dire que je me plains. Seuls les héros et Ionus vont profiter de ces traits-là. Vous êtes sur une armée composée entièrement de Draconis et il n'y a aucun bonus pour les Draconis. Les Drakes ne tapent pas plus fort, ne sont pas plus tanky, quoi que ce soit. Je trouve ça un peu dommage de se limiter à ça.
Par contre, vous allez voir, nous allons gagner une action héroïque et 2 actions monstrueuses, et c'est là où les choses deviennent intéressantes. L'action héroïque va vous demander que le héros qui le fait à la place d'une action standard. Sur un 2+, c'est dommage, vous pouvez la rater. Toutes les unités à 3 pas de ce héros ennemis ne peuvent pas recevoir la présence exaltante. On sait que c'est une capacité qui est très forte, empêcher les adversaires de s'immuniser à la bravoure. Cependant, je trouve que c'est un peu redondant car Ionis, il a une bulle A12 et il fait la même chose. Donc ça vous fait quand même une grosse bulle de 24 pas autour du héros. Je suis pas sûr qu'on ait besoin qu'un héros le fasse en plus, c'est un peu dommage. Là où vraiment votre armée gagne beaucoup de choses, c'est pour ce qu'on va appeler les actions de monstres. Vous avez 2 actions monstrueuses qui sont vraiment très très fortes. La première, c'est le stun qui vous dit de choisir une unité à 3 pas sur un ennemi, sur un 3+, vous soustrayez un jet de blessure fait par cette unité. Le -1 blesse, on sait que c'est une valeur qui est très très puissante. De base, quand le BT Stancast est sorti, tous les dragons l'avaient. Ça a été supprimé parce que considéré comme trop fort pour la valeur en points de l'unité pour l'époque. J'aurais bien aimé que cette règle soit reprise, rajoutée au BT actuellement, ça n'aurait pas fait de mal. Mais là voilà, vous la récupérez, c'est qu'une unité ennemie qui peut sur un 3+, avoir -1 blesse, mais ça reste une règle qui est très très forte. Et la deuxième, c'est l'impact Tremor qui est encore meilleur, qui vous dit de choisir une unité ennemie à 3 pas de l'unité qui fait l'action de monstre. Et en fait, sur un 3+, l'unité adverse ne peut peel-in que d'1 pouce. Donc ça peut sembler vraiment bête comme ça, mais en fait c'est très très fort. Aujourd'hui on a une cohésion pour les unités à 6. Donc vous allez avoir beaucoup d'unités un peu en randonnion, plus trop regroupées. Vous attaquez d'un côté, vous faites votre action monstrueuse, vous savez que la moitié de l'unité pour peeling que de 1 ne va pas pouvoir, entre guillemets, vous frapper. Ou alors dans un sens de combat, si vous faites cette action monstrueuse sur une unité que vous allez attaquer d'un côté, vous savez que de l'autre côté, si vous perdez une unité, l'unité ne pourra pas peeling, ne pourra pas entrer sur les engagements, c'est extrêmement fort. Voilà, une fois que les actions de monstres sont faites, on va pouvoir regarder les grandes stratégies. Alors les grandes stratégies, malheureusement, elle est plutôt faible en Stormcast parce qu'en fait on vous demande de finir la partie avec 3 unités Draconis entièrement à 9 pouces les unes des autres. Donc vous avez des gros socles avec vos armées de Draconis et il faut que vous ayez 3 unités entièrement à 9. Pour l'avoir joué, vous avez très peu d'unités sur le champ de bataille, donc dès que vous allez en perdre trop, potentiellement vous la ferez jamais. Vous n'avez pas de récursion, vous n'avez rien pour remonter des unités, donc c'est pas facile. Les tactiques de bataille, vous en avez 3, pareil, vous allez voir, elles sont vraiment pas faciles à mettre en place, notamment dans la construction de l'armée, c'est un peu dur je trouve. La première vous demande pendant la phase de combat de des unités ennemies qui doivent être ciblées par 3 attaques de votre armée, ou plus avec vos attaques de mêlée. C'est pas très clair ce que j'ai dit, mais en gros, il faut que une unité ennemie, vous ayez 3 unités à vous qui fassent une attaque dessus pour valider votre tactique de bataille. Je trouve compliqué parce qu'il vous demande de rentrer entre guillemets 3 charges et que ces 3 unités aient frappé l'unité ennemie. Le problème c'est que vous chargez pour détruire l'adversaire, vous avez très peu d'unités et en fait vous voulez pas split les attaques pour pouvoir faire votre tactique, ou si vous le faites il faut que ça soit un truc qui soit quand même très tanky parce que même si les dragons sont pas l'unité la plus combattante du jeu, deux attaques de Storm Guard ça tape quand même, Ionis tape quand même, donc voilà c'est vraiment difficile je trouve à mettre en place, trop gamble, et puis votre adversaire peut entre guillemets faire en sorte d'être dans une position où vous ne pouvez même pas rentrer 3 unités ennemies, 3 charges à vous, 3 unités quoi. La deuxième, Focused Destruction, vous demande de réaliser 3 actions monstrueuses différentes sur la même unité ennemie pendant ce tour. Pareil, c'est super dur à mettre en place parce que vous n'avez aucune action monstrueuse qui est automatique. Donc le piétinement c'est sur un 2+, vos actions monstrueuses sont sur un 3+. Pour l'avoir testé et joué, ça arrive souvent que malheureusement vous roulez un 1, vous roulez un 2. Voilà, c'est à part le duel titanesque sur un monstre qui est auto, les autres sont pas automatiques. Donc voilà, on n'aime pas rouler des dés pour faire des actions monstrueuses sur une tactique. Là c'est une source de craquage. C'est beaucoup trop.
Et la troisième vous demande de prendre le contrôle de 2 objectifs contestés par votre adversaire et qu'à la fin de ce tour, les 2 objectifs ne soient plus contestés par ce dernier. Compliqué à mettre en place car vous devez jouer 2 objectifs, vous avez très peu d'unités, donc vous allez devoir jouer un peu groupé pour pouvoir bénéficier du bodyguard sur Yunus, pour pouvoir bénéficier des plus une attaque sur les attaques de monture des héros. Et là, on vous demande de choisir 2 objectifs contestés par votre adversaire et qui soient nettoyés. Je ne pense pas vraiment qu'on ait la létalité avec ces armées-là pour nettoyer entièrement 2 objectifs. Vraiment, c'est très compliqué, je trouve, à mettre en place. 3 tactiques de bataille difficiles, notamment par rapport à la construction de l'armée. Pas facile. Limite, on aurait préféré garder celle de Stormcast de base. Pour les traits de commandant, donc vous en avez qu'un seul. Il vous dit que quand votre seigneur de guerre a combattu et qu'après, en phase de combat, la première fois, mais vous n'avez pas de possibilité de le faire combattre 2 fois, donc je ne sais pas trop pourquoi il y a ce mot-clé là. Vous pouvez, et qu'il n'y a plus d'ennemis à 3 pas de lui, vous pouvez sur un 2+, donc pareil, un 2+, c'est un peu naze ça, effectuer un mouvement de D6. Vraiment, ce trait de commandement, pour l'avoir testé, à part vraiment si vous tapez sur un petit écran, c'est pas dingue, parce qu'en fait, le seul héros qui peut le porter, c'est le Knight Draconis. Même s'il a un bon profil d'attaque, il n'est pas capable de laver tout seul quelque chose qui est fort. Donc, vous allez rarement, sur sa phase d'attaque, le mettre dans une situation où vous allez pouvoir rouler votre 2+, le 2+, en plus, ça se rate, et vous bougez de D6. Donc l'idée, c'est de pouvoir réengager des ennemis ou de prendre un objectif. Vraiment très difficile, je trouve, à mettre en place. C'est pas le meilleur trait de commandement du BT, quoi, le meilleur trait de commandement du moment. Voilà. On peut le prendre, mais c'est pas exceptionnel non plus. L'artefact, lui, est un peu mieux. Il va vous demander une fois par partie, en début de n'importe quelle phase, de le consommer, et vous allez pouvoir soigner des 3 blessures allouées à toutes les unités entièrement à 9 du porteur. Donc ça explique pourquoi on reste en bulle, pourquoi on veut bénéficier du mode château. Le seul point négatif, c'est que c'est entièrement à 9, donc ça va vous demander un setup particulier, et une fois de plus, c'est D3, ça aurait été 3, ça aurait été bien, mais D3, c'est craquage, vous pouvez soigner un par-ci, un par-là. Honnêtement, c'est un peu faible pour un artefact. On ira plutôt chercher un Arcane Tome qui est beaucoup plus stable. Nous avons aussi accès à un domaine de magie, un domaine de prière. Alors le domaine de magie, c'est un sort qui est pas dingue, vraiment, vous allez voir, c'est assez pauvre. Lancement de 7, donc 7, ça fait partie des meilleurs sorts du jeu à jeter. On s'attend à un truc exceptionnel. Portée de 18, non, en fait, vous allez choisir une unité draconite entièrement à portée visible du porteur. Et jusqu'à votre prochaine phase 0, à chaque fois que cette unité donne un ordre sur un 5+, le point de commandement n'est pas dépensé. C'est très compliqué. Un sort qui vous n'avez pas beaucoup de sorts. Si vous prenez un Arcane Tome, vous avez un sort, on va préférer un bouclier mystique. Si vous prenez le sorcier, il est que de niveau 2. Pareil, il a d'autres choses à faire. Le lancement de 7, c'est vraiment dur à aller chercher. Et en plus, juste sur un 5+, économiser des points de commandement. On aime avoir des points de commandement en standard cast, mais là, je trouve le sort est vraiment rincé, quoi. Voilà. Et pour les prières, 3 prières, elles sont un peu mieux. On aurait aimé que Yonif les connaisse tous. Vraiment, ça aurait été top. Mais malheureusement, il n'en connaît qu'une. Et vous ne pouvez pas aller chercher d'autres prêtres que lui. Donc c'est un peu con. Une fois de plus, des petites règles que je trouve dommage. On aurait aimé que tout soit un peu mieux encadré. La première, vous lancement de 3, donc portée de 12 entièrement, et vous soignez 3 points de vie à unité désignée. Cette prière est vraiment bonne de manière globale, parce qu'en fait, vu que vos bodyguards vont bodyguard Yonus, vous allez pouvoir le soigner à votre phase de héros. 3 points de vie, c'est toujours bon. C'est toujours bon sur lui aussi, c'est toujours bon sur Karazai ou Krondis. Voilà. On aurait aimé combiner à l'artefact, pouvoir rendre 6 PV éventuellement à une unité. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, ça reste une bonne prière. La deuxième va vous demander c'est sur un lancement de 4. Et jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous mettez -1 au lancement des sorts et des prières sur des héros ennemis. C'est en soi une bonne prière. Le problème, c'est que je trouve que c'est trop situationnel. Donc, si on les connaissait tous contre des prêtres, ça peut vraiment les emmerder. Mais là, je pense pas qu'on aille la chercher, à moins vraiment en équipe de vouloir être pairé contre certains trucs, quoi.
Et la troisième, lancement de 4, portée de 12. Et là, on vous demande jusqu'à la prochaine phase de héros, l'unité désignée compte au maximum pour 5 sur un objectif. Je trouve que c'est une très bonne prière. Le seul défaut, c'est la portée. Et le deuxième défaut, c'est que c'est trop situationnel. C'est-à-dire que quand vous allez frapper sur des unités qui sont écran ou un peu molles, vous allez rentrer dedans avec toute votre armée parce que votre armée est une armée d'alpha et n'a pas la possibilité de faire des combats longs ou des longs engagements. Donc vous allez vouloir rentrer toute votre armée et all-in. Donc ce que vous allez rentrer, vous allez le détruire. Par contre, elle peut être très intéressante pour éventuellement si vous jouez contre du méga gargante car vous n'êtes pas sûr d'en tomber un et de pouvoir passer un méga gargante qui compte que pour 5, c'est bien. Ou quand vous jouez contre Soulblight Gravelord qui peut être très populeux et vous n'êtes pas sûr de tout détruire, de dire toi tu comptes que pour 5. Les Drakes comptant pour 5 par Drake, donc 10, vous pouvez reprendre des objectifs. Mais comme je vous dis, pour moi c'est un peu à l'inverse de comment vous allez voir jouer l'armée parce que vous êtes sur une armée qui veut all-in, rentrer dedans et détruire votre adversaire. C'est pas une armée de contrôle, quoi. Voilà, donc là nous avons fait le tour de toutes les règles de l'armée de renom en Stormcast éternel. Est-ce que c'est une bonne armée? Pour moi, non. Est-ce que c'est une armée qui va vous permettre de jouer une armée magnifique sur table avec quelques règles sympas pour permettre aux débutants ou aux nouveaux joueurs de prendre en main l'armée complètement? Est-ce qu'elle vous offre des tricks de jeu? Oui, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur de l'anti-piling et du moins un bless. Par contre, la frustration peut être présente car vous avez une armée qui ne peut pas FEP, des dragons Stormcast qui n'explosent pas, c'est un peu dommage. 3 prières et votre prêtre ne les connaît pas tous, c'est dommage, un sort qui est vraiment nul. Mais bon, on va apprendre à jouer avec, jusqu'à la V4. Maintenant, nous allons regarder l'armée de renom Ogormort Tribe. Donc, Ogormort Tribe, la particularité de cette armée de renom, c'est que vous êtes dans l'obligation de jouer avec le décor de faction qui s'obtient pas dans la boîte, bon en fait vous n'avez pas vraiment de boîte, mais qui ne s'obtient que dans la boîte Warcry qui est sortie avec. Vous allez voir beaucoup des règles interagissent avec le décor et notamment la capacité du décor à slain des figurines. Nous allons aussi utiliser le mot-clé Head Butcher. Donc Head Butcher c'est juste un boucher, un butcher qui est placé dans ce décor en garnison et du coup devient un Head Butcher, d'accord? Donc la première particularité de l'armée de renom, c'est que votre armée doit être composée seulement des mots-clés Gutbuster ou Gorger. Le premier trait de bataille que vous allez avoir vous dit qu'au début de chaque round de bataille, après avoir déterminé le joueur qui va prendre le tour, vous devez déterminer le niveau de fin du Morpid. Donc le Morpid, c'est votre décor. Donc vous avez un tableau qui va vous donner des bonus, entre guillemets, pendant ce tour-ci, une action pendant ce tour-ci. Pour cela, vous allez rouler donc 2d6 et ajouter à ce résultat le nombre de modèles tués par la capacité Head Butcher, donc c'est la capacité du décor à slain des figurines. Pendant toute la partie, donc au tour 1, vous n'avez pas ajouté grand chose, mais au fur et à mesure, vous allez potentiellement pouvoir ajouter plus ou moins de bonus à ce jet de 2d6. Une fois que ceci est fait, vous allez regarder les résultats dans le tableau. Donc 2 à 3, il n'y a pas d'effet. 4 à 5, vous allez réduire de 1 le moral de toutes les unités vulnérables au mot pit. 6 à 8, vous allez lancer un dé pour chaque unité vulnérable sur un 5+, elles subiront une blessure mortelle. 9 à 11, pour toutes les unités vulnérables qui n'ont pas le mot-clé héros, ne peuvent pas donner d'ordre. Alors vous pouvez en recevoir, mais vous ne pouvez pas en donner. Donc si vos unités ont un champion ou quoi que ce soit, elles ne pourront pas donner ces ordres. Donc ça peut être handicapant dans certaines situations. Et sur un 12+, lancer un dé pour chaque unité vulnérable. Sur un 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles. C'est la version améliorée de la 6-8. Maintenant, vous me dites comment on est vulnérable. Et bien, la vulnérabilité au décor de faction se fait au travers des règles du décor. Pour faire simple, toutes les unités qui ne sont pas entièrement à un pas d'un décor standard sont vulnérables au Morpid. Donc en fait, si vous voulez ne pas être vulnérable au décor faction Ogre, vous allez devoir vous positionner tout le temps à couvert ou entièrement à un pas d'un décor. C'est très restrictif, donc vous êtes quasiment tout le temps vulnérable au décor faction. La règle suivante d'allégeance vous dit que les unités Gorger de votre armée qui ne sont pas entièrement à 1 pouce d'un terrain, au début de votre phase de charge, peuvent tenter une charge même si elles ont couru pendant le même tour. Donc ça va vous permettre d'avoir course et charge si vous débutez votre mouvement à un pas d'un terrain.
Normalement, ça va bien se faire. Vous avez pas mal de terrain sur le champ de bataille. Votre terrain à vous est énorme. Donc, vous allez pouvoir facilement avoir course et charge. Le trait d'allégeance suivant vous dit que pour chaque boucher qui est inclus dans votre armée, vous pouvez inclure une unité de gorger comme unité de ligne. Assez pratique pour pouvoir augmenter votre slot de ligne, car vous aurez au moins un boucher pour pouvoir bénéficier de votre décor de terrain. La suivante vous dit qu'une fois qu'une unité d'ogre, c'est la fin de base, est à 3 pas d'unité ennemie à la fin, et quand elle est à plus de 3 pas, vous gagnez 3 de mouvement, sinon vous augmentez 2 pas de mouvement, sinon vous gagnez 2 à la caractéristique de bravoure. C'est la règle de base des ogres qu'on connaît, qui du coup s'associe très bien avec la règle course et charge quand vous êtes à un pas d'un décor. La suivante vous dit que quand vous contestez un objectif, chaque ogre compte pour 2 et les héros comptent pour 5 quand ils ne sont pas monstres. Donc très bien pour... c'est les règles de base pour contester les objectifs. Vous allez conserver cette règle-là qui est plutôt forte. La suivante vous dit que à la fin de phase de combat, vous allez lancer un dé pour chaque unité située à 3 pas au moins de n'importe quelle unité Gutbuster, et sur un 2+, vous allez faire des 3 blessures plus 1. Blessure mortelle. Donc vous perdez les blessures mortelles à la charge que vous avez, par contre vous allez avoir une sorte de morsure qui se fait en fin de phase de combat à toutes les unités à 3 pas. Des 3+1, c'est pas mal. Le dommage qu'il y ait un 2+, c'est un petit buff supplémentaire pour compenser les blessures mortelles que vous perdez à la charge. En grande stratégie, on va vous demander qu'à la fin de la partie, avoir 6 modèles qui ont été slain par la capacité du décor. Bonne grande strat, cependant, très situationnelle, car le slain du décor va dépendre de votre adversaire. S'il y a plus ou moins de modèles, il y a des combats, des armées, ça se fait très bien, d'autres pas. Voilà. On va dire qu'elle est jouable. Pareil, les armées de renom sont jouables, n'ont pas pour but d'être compétitifs, et là ça va dans ce sens-là. Dans les tactiques de bataille, la première va vous demander d'accomplir cette tactique si des modèles ennemis ont été tués par la capacité Head Butcher du décor ce tour-ci. Donc vous allez vouloir slain des trucs entre guillemets avec votre décor, vous faire en sorte de positionner un tour où c'est faisable. Je pense qu'elle est bonne en soi, accessible, vous allez vouloir le faire. Est-ce qu'elle est très facile à faire? Non. Mais une tactique qui va dans le sens de votre armée. La deuxième vous demande d'accomplir cette tactique si l'unité amicale de Gorger a été déployée sur le champ de bataille en utilisant la capacité Ambush Hunter. Donc c'est une capacité qui vous permet de mettre en FEP votre unité et donc de pouvoir profiter de quelque chose que l'armée d'Ogre n'avait pas. Cependant, elle est validée si vous réussissez une charge à ce tour-ci. Donc, il y a toujours la difficulté des charges. On sait que même des charges à 3, c'est ratable. Donc, est-ce qu'on veut baser une tactique de bataille sur ça? Je ne suis pas sûr. Mais bon, ça peut toujours se jouer. Intéressant. La troisième dernière vous dit de choisir un objectif contrôlé par votre adversaire. Vous accomplissez cette tactique de bataille si vous contrôlez cet objectif à la fin du tour et qu'aucun modèle ennemi ne le conteste. Donc on connaît cette tactique de bataille en Slave to Darkness. Il vous faut nettoyer un objectif. Elle peut être facile si votre adversaire a mis juste un pass dessus. Plus délicat s'il y a toute une armée. Donc à voir. Les traits de commandement. Donc votre général connaît tous les sorts du domaine de la mâchoire. Donc c'est le domaine de votre... de votre armée de renom. Intéressant, si vous n'avez pas autre chose à prendre, vous allez voir, les domaines proposent plusieurs choses situationnelles, mais c'est toujours bon, quoi. L'artefact vous dit qu'une fois par bataille, à la phase de héros, vous pouvez choisir votre décor de faction qui a été détruit. Vous devez être entièrement à 9 de ce dernier. Et sur un 2+, vous allez pouvoir ramener à la vie votre décor de faction. Donc normalement, le porteur, c'est votre boucher qui est dans le terrain. Le terrain est énorme. Vraiment, c'est un des plus gros terrains de faction du jeu. Si jamais il a été détruit sur un 2+, vous pouvez le faire revenir à la vie. Heureusement qu'ils ont mis ça en place parce que contre certaines armées, vous ne pourrez jamais jouer. Là, au moins, vous avez la possibilité de jouer, quoi.
Et du coup, maintenant, nous allons regarder le domaine de magie. Donc, le premier, c'est un lancement de valeur de 6, portée de 18. Si le sort réussit, vous choisissez une caractéristique de terrain à portée visible pour le lanceur. Pour le reste de la bataille, les unités qui sont à portée de ce terrain ou à un pas d'aile du terrain sont vulnérables au Mopit. Donc comme on le sait, le Mopit, si vous êtes entièrement dans un décor ou entièrement à un pas de ce décor, vous n'êtes pas vulnérable au Mopit, et bien là, ce terrain vous rend vulnérable. Bien pour contrebalancer, augmenter la vulnérabilité du terrain. Est-ce que cependant, on aura assez de sorciers pour lancer ce genre de sort? Je suis pas sûr. Le deuxième a une valeur de lancement de 7. Il vous dit que si le sort est lancé avec succès, jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous améliorez de 2 la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêlée du porteur. C'est un bon sort, mais pareil, je ne sais pas si vos sorciers en état sont considérés comme les meilleurs combattants situationnels. Le sort suivant a une valeur de lancement de 6, une portée de 12. Si le sort est lancé avec succès, vous choisissez une unité ennemie à portée visible du lanceur. Votre adversaire doit effectuer un mouvement allant jusqu'à 6 pas pour cette unité en direction de l'unité qui lance ce sort. Tous les modèles de cette unité doivent terminer ce mouvement aussi proche que possible que la valeur le permet en direction du lanceur et terminer à moins de 3 pouces du lanceur. Donc vous pouvez, c'est un peu comme la prière en corne, forcer une unité ennemie à venir vers vous et à vous engager. Intéressant pour déplacer des lignes, intéressant aussi pour éventuellement mettre votre adversaire dans des situations qu'il n'avait pas prévues. Si jamais votre adversaire cependant ne peut pas effectuer ce mouvement, il prendra des 3 blessures mortelles à la place. Cool aussi si votre adversaire est bloqué dans des lignes pour pouvoir faire des blessures mortelles. Et après que cette unité est bougée, si elle est à 3 pouces du lanceur et que votre lanceur est à 6 pouces de votre décor de faction, vous pouvez immédiatement utiliser la capacité du décor. Donc là, c'est un setup compliqué parce qu'il va falloir vous désigner une unité ennemie qui a 12 pas, il va devoir avancer de 6 pas et être à 3 pas du lanceur. Ça fait beaucoup de conditions, mais si vous y arrivez, vous allez pouvoir faire manger avec votre décor. Bon, pourquoi pas, la fin un peu plus situationnelle, mais juste le fait de pouvoir déplacer de 6, c'est sympa. Donc là, nous avons vu l'entièreté des règles des Ogormod Tribe. Est-ce que l'armée de renom se veut compétitif? Non. Est-ce qu'elle vous apporte un nouveau gameplay? Oui. Des nouveaux sorts, profiter du nouveau décor et l'améliorer, c'est toujours cool. Cependant, voilà, situationnel et vulnérable aux actions de monstres. Il peut être détruit T1, vous le réanimez, redétruit. Bon, l'armée ne fonctionne plus derrière. Par contre, il y a un monde où vous pouvez vraiment vous mettre dans une situation où vous allez générer beaucoup de blessures mortelles à votre adversaire, qui sera vulnérable, plus le fait que le décor peut manger les trucs, quoi. Vraiment intéressant comme armée. Et pour finir, nous allons du coup regarder l'armée de renom des Fire Slayer. Donc l'armée de renom des Fire Slayer est composée uniquement de mots-clés Fire Slayer. Donc vous avez accès à toute la gamme, mais heureusement parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le BT. Et pour les personnages qui sont uniques, vous êtes encadré au mot-clé Lufnir. Donc c'est le nouveau héros qui accompagne. En termes de traits de bataille, le premier vous donne l'effet frappant dernier s'applique aux unités ennemies monstres lorsqu'elles se trouvent au moins à 3 pouces de 2 de vos unités. Donc vous allez pouvoir mettre en frappant dernier toutes les unités monstres ennemies. C'est une très bonne règle, mais pareil, c'est très dépendant de ce que votre adversaire joue et est-ce que vous êtes en capacité aussi de nettoyer le monstre adverse avant que ce dernier puisse s'activer. La règle suivante vous dit que les unités Vulkin Flame Seeker, donc c'est les mots-clés, on le mot-clé ligne, gagne le mot-clé ligne, et de plus, pour chaque unité de Vulkin Flame Seeker inclus dans votre armée, vous pouvez inclure un Auric Runson sur Magmadrot en tant que ligne. Donc vous allez pouvoir ainsi bénéficier d'une nouvelle type de ligne, donc les Magmadrot, sans passer par la sous-faction, parce que de toute façon vous n'y avez pas droit. C'est vraiment cool, et de toute façon vous allez voir les Magmadrot, vous allez vouloir en jouer un certain nombre. La règle suivante vous dit que vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités Lofnir Dropkeeper dans votre armée pour avoir des traits de monture différentes au lieu de 1. L'armée va vous proposer 3 traits de monture, donc je pense qu'on va aller chercher 3 Magmadrot pour que chacun ait le trait de monture donné, plus les règles qui vont avec, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ensuite, vous pouvez une fois par tour, pendant votre phase de mouvement, choisir une unité amie Vulkin Flame entièrement à 6 pas d'un Magmadrot qui n'a pas encore bougé dans cette phase et dire qu'elle va
prendre un lift, elle va monter sur le magma drop. Si vous le faites, après avoir déplacé ce magma drop, au lieu de faire un mouvement avec l'unité désignée, vous allez retirer du champ de bataille, la placer entièrement à 6 pas de ce magma drop et à plus de 3 pas des adversaires. Ça peut sembler compliqué cette phrase, mais en fait c'est très simple. Vous choisissez une unité à vous, piétonne, qui est à 6 pouces d'un magma drop. Vous allez dire que le magma, ils vont monter sur le magma drop, entre guillemets. Vous bougez votre magma drop et du coup, une fois que le magma drop a bougé, vous allez sortir, un peu comme si c'était un véhicule de transport 40K, de ce magma drop entièrement à 6 et à plus de 3 de vos unités ennemies. Vous avez le droit de faire ça seulement si vous n'êtes pas déplacé. Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, ça va permettre de gagner beaucoup de projections sur votre unité car vos magma drops bougent plus vite que vos unités piétonnes. Donc vous ne bougez pas avec votre unité piétonne, vous montez dans le magma drop, le magma drop sort et vous sortez entièrement à 6 du magma drop et à plus de 3 des ennemis. Beaucoup de mobilité, une règle qui est très intéressante et qu'on aurait peut-être aimé bénéficier de base chez les Fyreslayers. La règle suivante vous dit que tant qu'une unité Vulkill Flameseeker est à moins d'un pas d'unité de magma drop, l'unité Flameseeker bénéficie d'une ward à 5. Donc là, vous comprenez tout l'intérêt de l'armée, c'est avoir au minimum 3 magma drops, vos unités Flameseeker qui sont autour des magma drops pour gagner la ward à 5, monter dans le magma drop, se déplacer, ressortir et essayer de jouer un peu groupé en château pour bénéficier un maximum de ça. Les magma drops n'en bénéficient pas, mais au moins une partie de votre armée est plus tanky. Vous allez gagner aussi trois actions monstrueuses, excusez-moi. La première action monstrueuse va vous demander du coup de choisir une unité ennemie à 3 pas et de lancer 2 dés. Vous ajoutez 2 au résultat si cette unité est un monstre et pour chaque 5+, vous allez affliger des 3 blessures mortelles. Ça vous permet de gagner quelques blessures mortelles, c'est pas exceptionnel, mais en soi, ça se prend toujours. Ensuite, vous allez pouvoir faire la deuxième, donc vous choisissez un monstre ennemi qui a 3 pas de cette unité, lancez un dé. Si le résultat est 3 ou plus, vous améliorez la caractéristique de pénétration des armes de mêlée de l'unité. L'Ofnir qui cible ce monstre lors de la prochaine phase de combat. Donc vous comprenez, on est vraiment sur une armée de renom qui a pour but de tuer des monstres. Donc si vous désignez des monstres, vous faites plus de blessures mortelles. Là, vous augmentez votre end. C'est très bien. Cependant, pareil, c'est match-up dépendant. Si votre adversaire n'a pas de monstre ou très peu, vous n'allez pas vraiment bénéficier. Et la troisième, vous choisissez une unité ennemie à 3 pas de cette unité, vous lancez un dé. Si le résultat est 2 ou plus, les jets de ward ne peuvent pas être effectués pour l'unité ennemie désignée. Donc c'est très bien d'avoir la possibilité de détruire les wards adverses. Très bien sur une unité de monstre parce que vous allez avoir minimum 3 magma drop. Mais pareil, c'est situationnel, mais bon, ça reste une très bonne action de monstre. Concernant la grande stratégie, donc vous allez avoir à la fin de votre phase de bataille, à la fin de la bataille, vous accomplissez cette grande stratégie s'il n'y a plus aucun monstre ennemi dans votre territoire. Votre but c'est de casser du monstre, normalement vous allez pouvoir y arriver, votre territoire n'est pas si grand donc c'est faisable, par contre votre adversaire peut le bloquer facilement si jamais il lui reste un monstre vivant à la fin de la partie. On sait que les monstres généralement bougent bien ou volent. Ça peut être difficile à mettre en place, c'est pas aussi facile que certaines armées Fyreslayer, la grande stratégie Fyreslayer avec les prières. Pour les tactiques de bataille, la première vous dit vous accomplissez cette tactique si à la fin de ce tour, des unités Lofnir Dropkeeper sont à moins de 6 pas du centre du champ de bataille et qu'il y a au moins une unité Lofnir Dropkeeper entièrement à l'intérieur de chaque quart de table. Je la trouve assez compliquée parce qu'on va vous demander 4 unités qui soient entièrement dans chaque quart de table et au moins une qui soit à 6 pas du centre. Faisable, mais bon, vraiment, je trouve que c'est des setups compliqués. Si jamais vous n'arrivez pas à rentrer entièrement pour X raisons, normalement ça se fait parce que vous avez un magma drop, vous montez dedans, vous déplacez et ainsi de suite, mais bon. Faisable, mais demande un setup particulier. La suivante, vous dites de choisir un objectif qui est partiellement ou entièrement situé dans le territoire ennemi et une caractéristique de terrain, donc un terrain ou terrain de faction qui est partiellement ou entièrement situé dans le territoire ennemi et à plus de 6 pouces d'un objectif. Vous devez contrôler les deux à la fin du tour. Donc on sait qu'on contrôle les objectifs comme on contrôle les terrains, cependant partiellement ou entièrement dans le territoire ennemi, donc ça va vous demander quand même de vous exposer, et un décor, selon le positionnement des corps, ça peut être difficile. C'est une technique qui je pense peut se faire T1 vu la mobilité que vous allez avoir normalement, mais pareil, si votre adversaire fait un redéploiement ou vous bloque, ça peut être compliqué.
Et la troisième, on vous demande de choisir un objectif partiellement ou entièrement dans le territoire adverse et un autre objectif n'importe où sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si vous contrôlez les deux pendant ce tour et que les deux ne sont pas sont contestés que par des unités Vulkil Flameseeker. Donc pareil, on va dire qu'il est faisable, hein, ça se fait quand un objectif à l'extérieur qui est sur le champ de bataille, donc ça peut être le vôtre, et l'autre il doit être partiellement ou entièrement dans le territoire adverse. La seule difficulté, c'est qu'il faut vraiment être sûr de le nettoyer, donc bien rentrer dedans. Si vous jouez un double tour, pourquoi pas. Par contre, si vous n'avez pas le double tour, vous allez exposer une unité qui peut être sacrifiée. Donc un peu compliqué, mais voilà. Une fois de plus, dans certains setups faisables, quoi. Pour les traits de commandement, donc le premier, si vous n'avez qu'un seul, vous améliore la caractéristique de pénétration d'armure des unités amis Love Need Keeper qui n'ont pas le mot-clé Mad Magdrof, qui sont entièrement à 9 pas de ce général. De 2, 6 et de 2, vous augmentez si c'est un monstre. Donc vous allez pouvoir augmenter la rend sur des petites bulles entièrement à 9, c'est plutôt bien, mais bon, ça va demander de mettre en situation, on va dire, de risque votre général pour pouvoir en bénéficier. Si c'est des monstres plus de rend, c'est exceptionnel. Mais voilà, toujours pareil, certains setups, vous bénéficiez pas de toute la protection que peuvent vous donner le BT de base, donc ça peut vite déraper. L'artefact, par contre, il vous dit que tant que le porteur conteste un objectif, chaque monstre ennemi contestant cet objectif compte comme 2 au lieu de 5, indépendamment de toutes les autres règles de monstres. C'est bien de réduire, on va dire, à 2 les monstres, mais malheureusement aujourd'hui on joue pas énormément de monstres et souvent vous avez que un monstre, vous êtes plus populeux que lui, donc je trouve pas que ça soit très très fort. Par contre contre Méga Gargante, vous gagnez la game, quoi, parce que lui il compte pour beaucoup, là il compte que pour 2, vous n'avez même pas besoin de combattre, quoi. Ensuite, pour les traits de monture, donc vous avez le premier qui vous dit pendant votre phase de mouvement, avant que cette unité ne fasse un mouvement, vous pouvez choisir une unité Vulkil Flameseeker pour prendre un livre sur Mad Magdrof, même si il a déjà été fait par une autre unité. Donc avec ce trait de monture, vous allez pouvoir avoir 2 unités qui vont pouvoir monter sur un Mad Magdrof et du coup lifter avec lui. Je pense qu'il est auto-inclus vu la capacité de mouvement que donne celle-ci. Il ne faut juste pas se tromper quand vous le faites. Parce que si vous le faites en premier sur l'unité qui le porte, du coup, vous ne pourrez pas le faire après. Le deuxième, Red Hot Fury, vous dit qu'à la fin de la phase de charge ennemie, avant d'effectuer les actions monstrueuses, si cette unité est à 3 pas de toute unité ennemie, vous pouvez tenter une charge, mais elle doit finir son mouvement de charge à un demi-pas d'unité ennemie qui a plus de 3 pas, unité Vulkil Flameseeker. Donc là, c'est très bien de pouvoir faire une contre-charge. Cependant, c'est une unité qui va l'avoir, donc vous le dites à votre adversaire va pouvoir facilement normalement jouer autour, soit avec des écrans, soit vous bloquez vous directement, mais d'avoir un monstre qui peut contre-charge, honnêtement c'est toujours bon. Et la troisième vous dit que si la cible est un monstre, c'est la cible d'attaque d'un... Oula, je la refais. La troisième vous dit, si la cible est un monstre, la caractéristique d'attaque des dégâts de la gueule flamboyante de cette unité passe à 3 au lieu de D3. Donc très bien pour augmenter les dégâts, mais une fois de plus, cibler un monstre. On a une règle similaire avec la baliste luminette. Et passer de 3 à D3 peut vraiment rendre très compliqué la vie des monstres adverses. On sait que 3D3, on aime ce genre de règles. Vous avez vu comme ça l'entièreté des règles des armées de renom du livre Reign of the Brute. J'espère que tout ceci vous aura plu. Je sais que c'est un peu brouillon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais voilà, l'idée c'est que vous avez tout en français. Ça arrive peut-être un peu tard, vous avez déjà fait vos achats, mais voilà, au cas où vous souhaitez jouer ça, c'est accessible à partir de maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à like, abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à une prochaine sur notre vidéo. Ciao!